très grosse version qui existe de Roméo et Juliette pour le monde chorégraphique. La version de Macmillan que vous avez là, qui est vraiment l'une des versions les plus importantes qui existent. Vous avez la version de Cranco également, qui est une autre vision, qui est encore très inscrite dans l'histoire et très dansée encore aujourd'hui. Et la version de Nureyev, qui a réellement ses spécificités. Du reste, c'est assez intéressant de le voir interpréter la version de Macmillan et de voir tout ce qu'il a pu attraper et dérober à cette version. Donc la version de Macmillan date de 1965. En ce qui concerne les spécificités chorégraphiques de cette version, dès le lever de rideau, en fait, on voit qu'il s'agit d'une danse assez, j'aurais envie de la qualifier naturaliste. C'est-à-dire que la danse naît de la nature, de la marche. Les personnages sont sans cesse en train de marcher et vous verrez sur cette scène de village au départ, enfin de ville sur la place, eh bien vous verrez que les gens marchent et puis ils esquissent un mouvement, il y a un piqué arabesque et puis il y a un battement de vent, il y a deux petits pas, les citadins font deux petits pas comme ça. Et à partir de là, naît la danse. Et la scène se fait et devient une scène de danse, proprement parlée. Et puis elle finit à nouveau dans une situation plus cinématographique, avec des corps qui sont étendus comme ça. Et tout ça est très enveloppé. À côté de ça, bien entendu, en ce qui concerne les pas de deux, Macmillan était très intéressé par mêler la danse, entremêler la danse. C'est-à-dire que chaque pas vient du précédent et va au suivant. Ce qui donne vraiment des... Et il avait une véritable science de la composition des pas comme ça. Donc il y a un vrai fil qui est dirigé. Beaucoup de décalés, donc on est déjà dans une danse qui est étirée, qui cherche à allonger les lignes encore plus. Et puis avec une idée du pas de deux qui est une idée très pleine, puisque durant les pas de deux, il y a beaucoup de pas qui sont faits au sol, avec des techniques de main, plutôt de hanches, et puis il y a aussi des portés qui sont là. Un porté va sur un autre porté. Alors, dit comme ça, bout à bout, ça paraît pas forcément énorme, mais en fait c'est un grand saut, hein, habituellement. Enfin, historiquement, le danseur était derrière la danseuse pour la soulever, pour l'alléger légèrement. Là, au contraire, il est part entière de cette danse. Lui-même est danseur. Au-delà de soutenir la danseuse, il fait partie de la danse. C'est réellement une danse à deux. Pour Margot Fonteyn, je pense qu'au moment où le film a été fait, il y avait un double challenge, c'est que c'était une danseuse très expérimentée et que là, il fallait qu'elle soit une Juliette d'à peine 16 ans. D'un autre côté, elle avait cette grâce incroyable, et c'est souligné par les magnifiques costumes de Nicolas de Georgiadis. Elle avait un port de tête qui était tout à fait extraordinaire, avec un cou très long, des épaules très dégagées. Voilà, donc ça c'était vraiment magnifique. Et puis c'était une danseuse, j'ai envie de dire, qui était très en haut de sa danse.
vraiment très légère sur ses appuis, donc très sautillante. On le voit notamment dans la première scène où elle danse, la scène de la chambre, où elle va découvrir Paris, qui est le fiancé qu'on lui a attribué. Où sur tout le début de cette scène, en fait, ce sont que des petites courses avec des jetés. Et on voit tout le soin qu'elle apporte à avoir ses pieds sans cesse devant elle. Comme elle était expérimentée, elle était très très intelligente, et pour le coup, elle utilisait la technique de la danse au service de son personnage. C'est ce que j'apprécie beaucoup lorsque je regarde ce film. Rudolf était un danseur, on le voit très bien dans le film, qui se donnait complètement. Il avait une danse vraiment très très vive, avec des appels très vifs, et avec toute une résonance à l'intérieur de son corps très spiralée. Vous le voyez notamment lorsqu'il fait des pirouettes, etc. Il adorait croiser les jambes, etc. Alors, qui dit croiser énormément les jambes et être très spiralé, dit beaucoup de contraintes ensuite sur sa structure anatomique. Donc, il se faisait mal de temps en temps. Bien qu'il avait trouvé vraiment une technique de décontraction dans sa danse qui lui permettait non seulement de ne pas trop s'abîmer en la faisant, mais en plus d'assurer un nombre de spectacles tout à fait record, puisque je pense que c'est le danseur qui a dansé le plus sur scène. C'était ce jeune trublion qui arrivait de l'Est, qui était tout auréolé de toute cette communication qu'il y a pu y avoir autour de lui. C'était un grand communicant, hein, de ce point de vue-là. Plus cette image de jeune garnement qui pouvait avoir un peu insolent. On le voit notamment sur beaucoup d'images, d'interviews. C'était un caractère, un personnage. Je pense que ça lui permettait aussi d'avoir une image très jeune et très vivante pour son Roméo et Juliette, puisqu'il y avait quand même une grande différence d'âge entre Margot Fonteyn et Rudolf Nureyev. J'imagine que c'est un ballet très important pour Rudolf, d'abord parce que lui-même a fait une version épique de Roméo et Juliette, et puis c'est un ballet qu'il a très vite chorégraphié lui-même en Angleterre pour l'English National Ballet. Puis ma foi, la qualité de cette histoire est tout à fait fascinante, donc on peut aisément imaginer qu'elle l'ait porté, surtout si on le rapporte à sa propre histoire. Voilà. Et puis de cette opposition de camps qu'il pourrait y avoir. Je pense qu'il y était attaché d'abord pour son côté historique. C'était quelqu'un qui aimait la culture et l'histoire. Ensuite, pour la force des personnages. Ensuite, pour comment dire, son champ des possibles sur le développement de la danse, des solos, des duos, des danses de groupe, des affrontements, des scènes de places de villages ou de villes. Voilà, c'est un éventail, un répertoire de possibilités très vaste. Rudolf
était un grand pédagogue de la danse. Il avait réellement une vision de la technique de la danse, de ce que l'on pouvait attendre de la danse et de son potentiel. Lorsqu'il est arrivé ici, du reste, l'un de ses premiers gestes a été de faire attention à ce qui se passait à l'école de danse. Et notre enseignement à l'école de danse a été modifié pour répondre aux désirs du directeur de la compagnie et au nouveau répertoire qu'il était en train de construire pour le ballet de l'Opéra de Paris. Après, ses enseignements, c'était quelqu'un qui n'aimait pas trop techniquement les positions ouvertes, en tout cas qui avait une nette préférence pour le fermer, probablement eu égard à son passage par l'Angleterre, qui avait une danse dont la spécificité était vraiment ces lignes très distinguées. Les jambes étaient relativement basses, pas très hautes, mais avec des lignes très sophistiquées, vraiment très sophistiquées. Un peu en opposition à une danse plus expressive qui aurait pu être la danse russe, où les bras montaient plus facilement, les mains étaient plus facilement ouvertes, alors que là, en Angleterre, il y avait vraiment une culture du poignet qui était importante. Du reste, vous remarquerez souvent sur ce film de Roméo que Margot Fontaine a souvent les bras, lorsqu'ils sont au-dessus de sa tête, ouverts. Ils sont très peu fermés avec les coudes en avant. Ils sont souvent ouverts. Tout ça pour dégager, encore une fois, le port de tête. Donc il avait une grande attirance vers cette danse, puisqu'elle a fait partie de sa culture, et que Rudolf est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, né et élevé en Russie avec une école russe, et puis ensuite il s'est promené partout dans le monde, et à chaque fois c'était un grand curieux, donc il prenait tout ce qu'il pouvait prendre, des différentes techniques et des différentes écoles qui existaient à ce moment-là. Sur la conduite de la musique avec Lange Berry, ça a été un chef très important. Dans ce film, c'est une partition très tonique qui est jouée, très vive. Alors je ne sais pas si c'est lié au tournage ou à la technique de danse, parce que en règle générale, là les danseurs dansent beaucoup plus vite que ce qu'on ne danse nous aujourd'hui, avec une idée de la danse beaucoup plus séquencée, avec notamment des pauses qui sont données, et d'une pause on va à une autre pause, et on va à une autre pause, et on va à une autre pause. Bien que Macmillan ait eu toujours ce souci vraiment de mêler sa danse, on sent que les techniques de danse sont utilisées à ce moment-là sont vraiment des techniques de pause arrêtée. Vous le verrez quand les danseurs font des grands jetés, vraiment ils vont viser une image arrêtée et puis ils vont poursuivre. Nicolas de Georgiadis a été un collaborateur régulier et privilégié pour Rudolf Nureyev, puisqu'on le voit là, dans cette production de Macmillan, c'est lui qui se charge des costumes, et ensuite Rudolf lui a demandé de faire
ses productions de costumes pour ses ballets à lui, qu'il s'agisse de Roméo et Juliette, de Don Quichotte ou autre. C'était un grand monsieur que j'ai eu la chance de rencontrer, notamment à Londres, lorsque j'ai dansé avec Sylvie Guillem le Roméo et Juliette de Macmillan, quelqu'un qui était très attaché à la ligne. Encore une fois, en cela, il s'accordait très très bien et au ballet et à l'idée que pouvait avoir Rudolf Nureyev du potentiel de la danse. Et ce qu'on peut noter sur ces costumes, que ma foi, les bustiers des danseuses, et elles s'en plaignaient assez régulièrement, c'est une petite anecdote comme ça, étaient bien souvent très plat, au mépris de l'anatomie des femmes. Donc voilà, mais sinon, ce qu'on peut noter, c'est que les tailles étaient très marquées, les bras n'étaient pas très, les emmanchures n'étaient pas très vastes, mais au contraire assez proches du corps. Il avait une grande culture de la patine, des tissus, du mariage des tissus et de la manière de les patiner, toujours enrichi de passementeries et de détails riches pour les costumes. Du reste, c'est ce que l'on peut constater lorsque l'on voit cette production, c'est que c'est une production très luxueuse. Alors, il est vraiment intéressant, tout d'abord, de noter que ce n'est pas une captation, mais un tournage. Aujourd'hui, ça fait envie. Hein. On aimerait que les ballets soient des tournages et non des captations. Alors, ça permet différentes choses. Tout d'abord, ça permet de placer sa caméra. Et là, bien sûr, avec Zinner, c'est un véritable cinéaste qui est là et qui place sa caméra là où lui le souhaite et là où il pense soutenir, j'ai envie de dire vulgairement, l'action. En tout cas la chorégraphie qui se passe devant lui. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que ça autorise aussi une relecture des lumières. Car on peut constater sur le film que les lumières ne sont pas les lumières de scène. Notamment, on le voit très clairement sur la scène du balcon, avec toute une partie de la scène qui est dans un sombre total. Tout ça pour éviter de voir les coulisses. Mais pour le coup, ça projette ces personnages dans deux mondes qui sont vraiment intéressants, puisque la scène du balcon se passe devant le balcon de Juliette, mais ça les met aussi dans la nuit, dans un espace qui est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus éclaté. C'est soutenu par des poursuites qui sont du reste plus à droite sur la partie dansée de Rudolf que sur la partie de Margot Fontaine, parce qu'il monte souvent sur les décors derrière. Et puis, ce qui est important aussi de noter, c'est que ça a été tourné avec de la pellicule. La pellicule sublime toujours en fait les espaces, les profondeurs. Elle donne une texture à l'image qui n'est plus plate, mais qui a un certain grain. Là, en plus, dans le cadre d'une édition d'un ballet historique, d'un tournage historique, puisque c'en est un réellement. Aujourd'hui, il fait encore foi un nombre de danseurs consultent ces images de ballet pour savoir comment s'orienter dans ce ballet. Ce sont vraiment des guides pour les danseurs. Et il est très heureux d'avoir ces témoignages au-delà de l'œuvre même pour les danseurs.